C'est toujours par contraste que l'on idéalise le passé, lequel ne mériterait pas de l'être si nous avions la certitude que le présent et l'avenir lui seraient qualitativement supérieurs. Comment juger ce passé en particulier, celui de la France auquel on se réfère, tant il est vrai qu'aucune autre histoire, y compris depuis l'aventure de l'Union européenne, n'est venue concurrencer le récit national fondamentalement. Journaliste et politologue, ancien président de l'Institut Pierre Mendès France, Éric Roussel est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'intéresse à ce monde d'avant qu'il a bien connu au travers de biographies qu'il a signées, des figures qui s'éloignent de plus en plus, comme celle de Charles de Gaulle ou de Georges Pompidou, dont on parlait il y a peu à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, c'était le 2 avril 1974. Bonjour Éric Roussel. Bonjour. Donc ces figures de la Ve République qui vivent encore en nous, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui on a basculé dans ce monde d'après. Mais où est la limite entre les deux ? Oui, là, c'est une bonne question. Je crois qu'il n'y a pas eu une frontière nette. Il y a eu un changement. Et c'est un changement aussi qui, à mon avis, dépend beaucoup de l'apparition des réseaux sociaux. Je pense que c'est ça qui a beaucoup changé les choses. Il y a à la fois les réseaux sociaux et puis aussi les transformations successives de la Constitution. Parce qu'on est arrivé, on parle de la Ve République, mais la Ve République d'aujourd'hui, c'est pas exactement la Ve République de 1958. D'ailleurs, il y a eu le grand changement de 1962 avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais après ça, on oublie qu'il y a eu beaucoup de réformes constitutionnelles. Et je crois notamment que la réforme visant à supprimer le cumul des mandats a contribué quand même à une certaine perte de niveau du personnel politique. Ça, brillantes exceptions près, mais oui, parce le fait de ne pas être député maire en même temps. C'est assez simple à comprendre pour quelqu'un qui a une certaine position sociale, professionnelle convenable. S'il veut pouvoir maintenir le même niveau de revenus, il faut qu'il puisse cumuler. C'est pas. S'il ne peut plus, on a des gens qui sont plutôt des apparatchiks et qui sont entre les mains des partis. Et pourtant, les partis demeurent. Ce sont des gens qui. Oui, et puis alors, les gens qui sont les plus brillants ne se tournent plus vers la politique. C'est ça aussi. Donc je pense que ça. Alors, c'est très discuté. Bon, on peut avoir une vision très idéaliste en disant on fait de la politique par idéal, etc. Enfin, il y a aussi des réalités quand même. On peut pas non plus. Moi, je pense que ça n'a pas été ça a peut-être d'une bonne intention. Là, on a voulu suivre l'opinion, parce qu'il n'y a aucun doute que. Donc plusieurs mutations en fait, Éric Roussel. La première, les réseaux sociaux. Pour vous, la deuxième, c'est l'absence de cumul des mandats. Oui, et puis alors, il y a eu des choses aussi qui ont transformé, évidemment, fondamentalement. Vous avez parlé de l'aventure européenne. Alors ça, c'est évident que ça a eu une incidence. Et puis aussi quelque chose, là c'est très, très contemporain, disons, c'est la montée en puissance, par exemple, d'un organisme d'une institution comme le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel en 1958, c'était pas grand-chose, c'était quelque chose qui était ça n'avait pas du tout vocation à être une Cour suprême. Or là, en raison de la jurisprudence qui s'est développée depuis le début des années 70, on a maintenant pratiquement une Cour suprême. Le problème, c'est qu'on n'a pas les conditions de recrutement des membres, à mon avis, ne sont pas assez strictes. Et qu'on n'a pas. Il y a eu un moment où, par exemple, sous Giscard, où les membres du Conseil constitutionnel étaient des gens de très grands juristes. Il y a eu Georges Vedel, des gens comme ça, qui avaient une grande autorité. Là, il me semble qu'on est revenu depuis un certain temps à des nominations qui sont trop politiques. Oui, je pense qu'ils sont Laurent trop Fabius. politiques. Et Laurent Fabius, il a tout de même une autorité. C'est quelqu'un qui intellectuellement est tout à fait au niveau. Je dis pas que les autres ne sont pas au niveau, mais enfin, ce que je pense, c'est qu'il serait souhaitable que ça soit quand même de grands professionnels du droit, parce que ça s'improvise pas. D'autant plus que maintenant, le Conseil constitutionnel, avec le QPC, est appelé à siéger pratiquement tout le temps. Le Conseil constitutionnel a-t-il castré le Parlement, Éric Roussel ? En fait, quoi que dise le Parlement aujourd'hui, c'est-à-dire la représentation issue du vote, d'une certaine façon, le Conseil constitutionnel peut passer dessus.
Oui, enfin, On l'a vu avec la loi immigration, par exemple. Oui, pas sur tous les domaines. Mais c'est certain qu'il y a eu une modification par rapport à ce qui était le cas en 1958. D'ailleurs, celui qui a été, d'ailleurs, c'est assez... Je crois que j'en parle dans le livre. Ça nous ramène à ce petit livre que je viens de publier, ceux qui vient de paraître en poche. Celui qui a été l'artisan de la transformation, d'ailleurs, c'était l'un des plus proches du général de Gaulle. C'était Gaston Palevski, qui avait été nommé président du Conseil constitutionnel. Mais à l'époque, c'était une sorte de retraite dorée. Hein. C'était pas quelque chose d'aussi important qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ils en étaient bien conscients. Il en était un peu amer parce il aurait aimé lui être ministre des Affaires étrangères. Bon, il a été orienté vers cette sinécure, en quelque sorte. Et puis, le général, en 1969, se retire à la suite de l'échec du référendum. Palevski, lui, reste. Et c'est en 1971. 71, ouais. Il y a un arrêt qui va poser le principe de... Enfin, on ne peut pas entrer dans les détails qui sont assez techniques, mais enfin, qui va poser le principe du contrôle de constitutionnalité, finalement. Et on sait que c'est passé une voix de majorité, et la voix du président, la voix prépondérante du président. Et Palevski, dans les mémoires qu'il a publiées, que j'ai publiées d'ailleurs, après sa mort, explique qu'il a cette expression, il dit « Il est évident que je n'aurais pas osé expliquer la Constitution à celui qui en avait été le rédacteur. » Et il a l'air de dire, au fond, qu'il a attendu que le Georges Pompidou soit là pour se libérer, en quelque sorte. Mais ça a été un tournant fondamental. Mais qui a voulu ça, fondamentalement, que le Conseil constitutionnel ait le rôle prépondérant qu'il a ? Ça a été une évolution. On ne peut pas dire que ça a été un plan préétabli. C'est arrivé en raison de cette jurisprudence de 1971, et puis ça s'est développé. C'est une sorte de tendance. Et puis alors ensuite, il y a eu des réformes, les réformes de Giscard, qui ont visé à étendre le droit de saisine du Conseil constitutionnel, et puis les réformes de Nicolas Sarkozy avec la QPC. Voilà. Donc on est allé, en fait, de fil en aiguille, vers un renforcement constant du rôle du Conseil constitutionnel. Oui, alors évidemment, quand l'appréciation du rôle du Conseil constitutionnel varie selon que l'on... Quand la droite est au pouvoir, la gauche trouve que le Conseil constitutionnel est un peu trop sévère, et vice-versa, quoi. Il y a eu des moments, par exemple, sous François Mitterrand, où la droite était assez contente qu'il y ait un Conseil constitutionnel, quand même, qui veille au grain. Donc voilà, tout ça, il y a aussi un aspect polémique qui se mêle à cette appréciation. Alors voilà les éléments de continuité donc et de renforcement. Hein. Le Conseil constitutionnel, les réseaux sociaux, ainsi qu'on l'a dit, le cumul des mandats. Les réseaux sociaux, ça a été vraiment joue un rôle déterminant. Oui, comme partout. Hein, maintenant, on ne peut pas dater, c'est vrai, Éric Roussel, on ne peut pas dater le monde d'avant par rapport au monde d'aujourd'hui, le monde de demain. C'est tout à fait arbitraire. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Comment voyez-vous la figure d'Emmanuel Macron dans ce contexte-là ? Emmanuel Macron, c'est un personnage tout à fait hors norme et dont l'arrivée a été, au fond, sans précédent, non seulement dans l'histoire de la Ve République, mais presque dans l'histoire constitutionnelle française. Enfin, on ne va pas faire des comparaisons insoutenables. Depuis Napoléon, on n'avait jamais vu, au fond, arriver quelqu'un comme ça aussi brusquement, et sans un parti derrière lui, quoi. Et oui, parce qu'au fond, il y a un précédent auquel on pense tout de suite, c'est Giscard, parce que Giscard, en 1900, après la mort de Georges Pompidou, en 1974, s'est imposé, alors qu'il il était à la tête d'un parti quand même qui était faible, qui était un parti notable, au fond, Giscard a été élu sur son image, sur son talent, et c'est comme ça qu'il a écrasé le candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas, qui lui avait un parti structuré et important derrière lui. Non, Macron, c'est tout à fait différent. C'est un personnage, on peut dire oui, venu de nulle part, qui est apparu comme ça, comme une sorte de météore.
Mais alors, dans cette Ve République dont on dit qu'elle est finissante, ou certains disent qu'elle est finissante, alors que les structures institutionnelles sont quand même solides. Hein. Oui, les structures institutionnelles, comme vous le dites, sont solides. Elles ont résisté quand même à beaucoup d'alternances. Le moment de vérité, au fond, ça a été 81. Jusqu'en 81, on disait le régime, il a été fait pour De Gaulle. Et De Gaulle parti, ça... Bon. Alors, il y a déjà eu un moment de vérité au moment justement du retrait du général et de l'arrivée de Pompidou. Et Pompidou a ancré les institutions, ça y est, il y a absolument aucun doute. Mais quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, compte tenu de toute la critique très acerbe qu'il avait développée contre la Constitution, on pouvait penser que ça allait complètement changer. Or, pas du tout. Et il a eu ça, c'est tout à fait Mitterrand. Il a eu peu de temps après son arrivée au pouvoir, il a donné une interview au journal Le Monde. Et il a eu cette formule absolument formidable. Il a dit: les institutions étaient dangereuses avant moi, elles le resteront après moi. Et il les a absolument pas changées. Il a profité finalement. Pourquoi dangereuse Comment ? Pourquoi dangereuse, Éric Roussel ? Parce qu'il considérait que c'était des institutions qui donnaient trop de pouvoir à l'exécutif. Mais pendant les deux mandats les deux septennats qu'il a accomplis à l'Élysée, au fond, il s'est très bien accommodé voilà. Et il s'est notamment bien accommodé de la cohabitation. Il en a tiré, à mon avis, c'est lui qui en a fait l'usage le plus intelligent, pervers, diront certains. Il a vu que c'était là aussi, ça a été un moment de vérité, parce qu'on disait c'est impossible. Souvenez-vous, à l'époque, quand la perspective de cette cohabitation a commencé à apparaître, certains disaient c'était contraire à la volonté du général de Gaulle, c'est impossible. Or, finalement, ça s'est fait 2 fois, ça s'est fait plusieurs, et ça s'est renouvelé aussi sous Chirac. Alors, bon, on peut considérer que ça n'a pas été une... Est-ce que ce sont des périodes, sont les périodes les plus brillantes de la Ve République ? Je sais pas. C'est pas les périodes de grandes réformes. En tout cas, ça se prête pas. En tout cas, à ce que l'on s'attaque à des problèmes de fond. Éric Roussel, est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron dissolve et qu'il mette le Rassemblement national en position de proposer un Premier ministre ? Est-ce que ça serait une révolution dans la Ve République ? Ce serait une révolution. Il y a déjà eu, il y a eu qu'une seule dissolution, enfin de ce type, c'est-à-dire c'est la dissolution de 1962, quand tout le monde l'a oublié d'ailleurs. Georges Pompidou avait été nommé donc Premier ministre au printemps 1962, alors qu'il était d'ailleurs complètement inconnu. Et puis il y a eu l'attentat du Petit Clamart à la fin de l'été 1962, et à la suite de ça, le général en a profité pour imposer l'idée qu'il avait depuis longtemps, mais qu'il n'avait pas osé imposer en 1958, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ça a provoqué un choc, parce que ça a d'ailleurs, la situation de 1962, quand on y réfléchit, a des ressemblances avec le contexte actuel. Parce que en 1962, vous aviez une classe politique. On oublie que De Gaulle, de 58 à 62, n'avait pas vraiment de majorité. Il était obligé de s'accommoder d'une majorité un peu de bric et de broc qui était fait surtout de survivants de la 4e République. Ces gens, quand le général est arrivé en 58, se sont accommodés de lui comme ça, mais enfin en pensant qu'il allait vite déblayer le terrain et puis qu'ils allaient revenir à leur pratique antérieure. Quand ils ont vu arriver cette réforme de 1962, alors là, ils ont pris peur. Ils se sont dit, mais le système va complètement changer. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé. Et il y a eu ce qu'on a appelé le cartel des noms, qui s'est fait autour de survivants de la 4e République, voire de la 3e, parce qu'il y avait même Paul Reynaud. Donc c'était il y a eu et ça a été un échec total. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a, alors c'est plus la même configuration politique, mais il y a quand même l'idée
chez beaucoup que la victoire d'Emmanuel Macron, 2 fois en plus, au fond, c'est à déposséder un certain nombre de formations politiques, enfin 2 formations politiques, disons, la droite, ce qu'on appelle la droite parlementaire, et puis le Parti socialiste. Au fond, leurs représentants considèrent que ils ne remettent pas en cause la légitimité du président de la République, mais enfin, ils pensent que ça a été fait, qu'on leur a volé la victoire. Voilà, c'est quelque chose... Et donc, il y a un peu cette idée-là, oui. Alors, la différence, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a un parti maintenant qui est en train on passe de coiffer les autres au poteau, qui est le Rassemblement national. Une dissolution, ça vous paraît tout à fait inenvisageable ou... C'est pas constitutionnellement, mettons que le résultat des élections européennes soit très, très mauvais. Le président de la République n'est absolument pas tenu de faire une dissolution. Et même s'il y a une motion de censure, puisque c'est une hypothèse qu'on est en train d'avancer, le chef de l'État n'est pas tenu constitutionnellement de prononcer la dissolution. Alors, reste à savoir si politiquement il pourrait l'éviter. Ça, c'est autre. Est-ce que ce serait son intérêt, je veux dire, de faire venir un Rassemblement national aux responsabilités? Écoutez, là, on fait de la... Et celui-ci pourrait-il refuser, d'ailleurs? Comment pourrait-il refuser? Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République, on refuse une cohabitation. Oui, là, on fait un peu de la politique fiction. Est-ce que ça serait... Ce qu'on peut, c'est revenir aux pratiques antérieures, c'est-à-dire à la façon notamment dont Mitterrand a pratiqué les 2 cohabitations, parce qu'il y en a eu 2 sous Mitterrand. Il faut dire qu'il l'a fait de façon extrêmement intelligente, et que en prenant de la hauteur, en se posant en défenseur d'un certain nombre de droits, et puis le moment venu, en écrasant parce qu'on sait bien que l'exercice du pouvoir débouche malheureusement souvent sur la déception. Donc Mitterrand, lui, apparaissait comme une sorte de point fixe. On avait un peu oublié le programme de rupture de 1981. Il avait d'ailleurs évolué. Il avait pris figure d'une sorte de père de la nation. Et c'est comme ça qu'il a été réélu en 1988. Alors, si on fait de la politique fiction, on peut se dire finalement que peut-être l'intérêt du président de la République, ça serait sauf pure hypothèse, de faire une dissolution et de faire venir le Front National, et puis de prendre de la hauteur. De la hauteur, oui. Non, c'est un grand point d'interrogation. Oui, c'est une situation quand même qui est tout à fait différente, parce que le Rassemblement national d'aujourd'hui a quand même beaucoup de différences avec l'opposition dite républicaine des années antérieures. Et je disais tout à l'heure, Éric Roussel, en écho à C'était le monde d'avant, qui a été publié en poche, un carnet d'un biographe, le récit européen depuis le traité de Maastricht, depuis 92, finalement ne s'est pas substitué à un récit national. C'est-à-dire que nos références mentales demeurent singulièrement toujours très très nationales. Éric Roussel, est-ce que vous y voyez Je ne dis pas que la question européenne ne s'invite pas dans les débats politiques, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il n'y a pas de figure de référence qui ait remplacé une figure nationale. Européenne, j'entends. Oui, ça n'a jamais été vraiment le cas. Mais je crois pas que la construction européenne avait vocation à faire disparaître le récit national. Il y a ce sont 2 plans qui me paraissent un peu différents. Il y a eu un attachement à l'Europe qui a été qu'on a vérifié que les sondages vérifient, qui s'est étiolé, notamment à partir, au fond, la victoire du traité de Maastricht, elle a été quand même sur le chapeau de roue, oui. Et on peut dire qu'elle a été due en grande partie à la performance de Mitterrand, qui était très malade, qui a fait une performance télévisée face à Philippe Séguin, qui a sans doute fait basculer les choses du côté de la victoire du oui. Mais on a bien vu après que c'était quand même assez chaotique, et puis il y a toujours une incertitude. Bon, là on entre un peu dans des problèmes techniques sur la difficulté de définir exactement quel est à la fois l'objectif
et puis la forme institutionnelle que prendra cette Union européenne. Il y a toujours un débat entre le fédéralisme et puis l'Europe telle que De Gaulle la concevait, quoi. Et au fond, c'est quelque chose qui n'est pas tranché. Finalement, ce qui a été fait, c'est une sorte de compromis dont l'inventeur, on dit que l'inventeur de ce compromis, enfin en France, aurait été Mitterrand, qui aurait fait au fond la jonction entre les conceptions de De Gaulle, qui détestait, mais enfin bon, et puis celle de Jean Monnet. Et si on remonte plus loin, en fait, celui qui a fait cette synthèse, c'est Giscard, qui avait été à la fois le ministre de Gaulle et qui avait qui avait adhéré au comité d'action pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet. Donc la forme qu'il a voulu donner à la construction européenne, finalement, de son propre aveu, était à mi-chemin de ces deux conceptions. C'est-à-dire avec l'idée, par exemple, de mettre avec la fondation du Conseil européen, qui était au fond un organe qui n'était pas prévu, qui était un organe purement intergouvernemental. En tout cas, l'opinion a du mal à s'identifier nécessairement à ce que représente l'Union européenne, à ces mécanismes qui sont quelque peu opaques pour elle. Oui, c'est vrai qu'on bute toujours sur ce problème et puis il y a aussi je pense que ce qui change beaucoup les choses, c'est notamment le problème de l'immigration. C'est ça. D'ailleurs, Giscard, dans un texte qu'il avait écrit, qui avait provoqué une certaine émotion dans les années, je crois que c'était dans les années 80, avait dit que si ce problème de l'immigration n'était pas réglé, l'Union européenne risquait de se fracturer, de se fracasser là-dessus. Je ne dis pas qu'on n'en est pas... Aujourd'hui, c'est au cœur du débat. On est au cœur du débat. Ça, c'est certain que derrière tout ce qui se passe actuellement dans la perspective des élections européennes, je pense que ce problème joue un rôle fondamental. C'est un peu ce qui distingue le monde d'avant du monde d'après. C'est que la problématique, la migratoire, l'une des choses, mondialisée, a changé un peu la donne. Mais si on réfléchit, finalement, ce phénomène migratoire que vous évoquez, finalement, c'est Pompidou qui l'a initié. Parce que c'était la politique, d'ailleurs, du patronat à l'époque, qui n'a pas changé, d'ailleurs. Qui n'a pas changé. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ça s'explique, parce qu'on voit ce qui s'est passé en Angleterre quand on a voulu, avec les suites du Brexit, il y a eu des problèmes d'emploi, etc., qui n'étaient plus assurés. C'est toujours une gestion, finalement. Voilà. C'est un problème d'équilibre, surtout. Il est évident que les problèmes migratoires sont des problèmes qui échappent, au fond, en grande partie à je ne dis pas qu'ils échappent à l'action politique, mais il y a des phénomènes. Quand vous avez des différentiels aussi importants que ceux qui sont qu'on est en train d'observer entre l'Europe et notamment l'Afrique du Nord, il est évident que on est face à quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'inéluctable, mais enfin, il y a quelque chose. Il y a une vraie question de fond qui se pose. Oui. Donc il faut y répondre, mais le problème, c'est que l'opinion a l'impression qu'on y répond pas bien. Merci Éric Roussel, membre de l'Institut. Merci, vous étiez notre grand témoin ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.